nous pensions à Hannah Arendt et à sa définition de la banalité du mal en nous rendant en 2005 aux Archives nationales américaines à Washington pour préparer notre film sur la maîtresse d'Hitler. Mais le mal est-il banal ? Au département photographie, notre chargé de recherche, Bill Murphy, nous avait fait découvrir les albums personnels d'Eva Braun et d'Heinrich Hoffmann, le photographe d'Hitler, qui a pris 5 millions de clichés des années 20 à 1945. Eva Braun a pris, elle, seulement 5000 photos, mais plus intimes, un trésor historique dont j'ai tiré mon livre. Eva Braun a aussi tourné 4 heures de films qui sont la matière brute de nos émissions. Nous les présenterons sans montage, tels qu'ils ont été trouvés après la guerre, avec leurs curieux petits dessins de générique, seules indications pour les historiens. À nous de les décrypter. Les caméramens américains, dirigés par William Wyler, filment les ruines du Berghof, le repère d'Hitler dans les Alpes de Bavière. Le Berghof n'a été bombardé que dans les derniers jours de la guerre. Les services de renseignement sont à la recherche de pièces à conviction pour les grands procès des criminels nazis qui se préparent. Ils veulent surtout mettre la main sur les films et les photos prises par Eva Braun. Ils ne trouvent rien et personne ne peut les renseigner. Les paysans du coin se contentent d'hocher la tête. Ils viennent d'apprendre le suicide d'Eva avec le Führer et commentent avec mépris « La putain d'Hitler est morte ». Eva Braun, avant de partir d'ici pour se terrer dans le bunker de Berlin, avait confié ses films, l'œuvre de sa vie, à sa sœur Gretel. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'un agent de l'OSS, l'ancêtre de la CIA, réussit à gagner la confiance de la sœur d'Eva et lui achète les précieux documents. Ils serviront à identifier Bormann et d'autres criminels en fuite et rejoindront les albums d'Hoffmann aux Archives nationales de Washington. Les albums d'Eva Braun sont marqués de son monogramme EB, ses initiales en forme de trèfle à 4 feuilles, ce qui, dans son cas, n'a pas été un porte-bonheur. Ces albums recèlent, eux aussi, cette difficulté qui explique en partie qu'ils aient été si peu montrés. Beaucoup de ces photos sont énigmatiques. Il nous a fallu près de 2 ans pour les identifier toutes. Eva Braun voit le jour à Munich le 6 février 1912. Elle a déjà une sœur, Ilse, née en 1909 et qui jouera un rôle important dans sa vie. Une famille de la petite bourgeoisie bavaroise, plongée bientôt dans la guerre de 14-18, pendant laquelle naîtra une 3e fille, Gretel, en 1915. Le père, Fritz Braun, professeur de menuiserie, est protestant et la mère, Franziska, catholique. C'est cette religion qui prime et Eva Braun fera sa première communion. Elle a grandi à la campagne. Une petite sauvageonne qui a du mal à suivre en classe, sauf en gym, où elle excelle.
Avec un père sévère, elle reporte son affection sur ses chiens et s'évade dans la lecture des livres d'aventure du romancier à la mode Karl May. À l'adolescence, Eva inquiète comme il se doit ses parents. Elle commence à fréquenter les garçons, à fumer, à faire la fête. Elle est alors envoyée au couvent, d'où elle sort avec une allure de mauvais garçon en 1928. En fait, elle n'a qu'une idée en tête, devenir vedette de cinéma et aller à Hollywood. Mais en attendant, il faut travailler et elle devient secrétaire. Elle s'ennuie derrière sa machine continentale. Elle cherche mieux et répond à l'annonce d'un photographe qui recrute une assistante. Voilà qui va la rapprocher du métier de l'image. Elle se rend donc à la boutique de Monsieur Hoffmann, qui se trouve être tout simplement le photographe d'un certain Adolf Hitler. Et voilà comment se forge un destin. Hoffmann a transformé sa boutique de Munich en véritable officine de propagande du Parti national-socialiste. Hoffmann, militant d'extrême droite, est l'un des premiers nazis. Il est l'un de ceux qui ont repéré Hitler, modelé son personnage, en ont fait une star montante des agitateurs politiques des années 20. Un personnage déjà redoutable, à la tête d'une armée de SA et de SS, des brutes racistes qui matraquent les juifs et les communistes. Hitler a déjà tenté de prendre le pouvoir en 1923. Il a été emprisonné et il a écrit un bréviaire de la haine, Mein Kampf, où il promet de détruire, entre autres, la France. Mais Eva Braun ne s'intéresse pas à la politique. Elle se sent tout de suite à l'aise chez Hoffmann, pour qui elle aura toujours beaucoup d'affection, comme un second père. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, apprend la photo, sert vaguement de secrétaire. Hoffmann ne s'en offusque pas. Il a un plan, car il est un peu le proxénète du parti nazi. Il engage des filles plutôt mignonnes et les présente au chef. C'est ainsi qu'il aurait organisé une rencontre apparemment fortuite entre Hitler et Eva Braun, le 7 octobre 1929. Nous entrerons dans les méandres de la vie sexuelle d'Hitler. Méandre est le mot comme celui de marécage ou de fétide. Hitler est un soudard sans état d'âme. Et ce qu'il cherche, c'est se soulager rapidement avec une fille de temps à autre, sans prendre trop de risques. Il vit alors une histoire tragique avec sa nièce, la fille de sa demi-sœur, Angelika Raubal, dite Geli, qui est à la fois jolie et pratique puisqu'elle vit chez lui. Elle est découverte le 18 septembre 1931, baignant dans son sang. L'enquête conclut au suicide, mais la rumeur persistera longtemps qu'elle était enceinte et qu'Hitler s'en est débarrassé. Une autre rumeur va dans le sens contraire, qu'Hitler aurait eu plus de facilité à tendre le bras que le reste, et que le drame de Geli serait plutôt celui de l'impuissance. La vérité, c'est qu'Hitler ne veut pas s'attacher. Il a abandonné une serveuse, Maria Reiter. Il a refusé l'idée politique d'épouser l'héritière de Wagner. Il garde ses distances avec Magda Goebbels, qui s'imposera comme la première dame du Reich, et folle amoureuse de lui, comme les fameuses sœurs Mitford, anglaises démentes et nazies, ou Anna Reich, une héroïne de l'aviation. En tout cas, Hitler réussit à vaincre la virginité d'Eva Braun dans son bureau de la Maison Brune de Munich, le quartier général nazi, au début de 1932. Peu de temps, donc,
après le drame de Geli. Il l'a séduite par ses manières galantes, inattendues chez une telle brute. Mais c'est un principe commun à tous les gangsters, être aimable avant de tuer. La suite sera en fait inattendue. Il s'est sans doute passé quelque chose d'inédit et de rassurant pour Hitler, car il s'attache, et elle aussi. Eva Braun commence une carrière de maîtresse cachée du grand homme, devenue chancelier pour le malheur de l'Allemagne et du monde. C'est bien entendu Hoffmann qui prend les premières photos du chef de bande, devenu chef d'État. Le chef, le Führer. Il continue à séduire autour de lui, comme la si belle Leni Riefenstahl, vedette et réalisatrice du cinéma nazi. Eva supporte mal et tente de se suicider à plusieurs reprises. Mais tout s'arrange. Comme en témoignent les centaines de milliers de clichés d'Hoffmann, aujourd'hui conservés aux archives américaines, Hitler a d'autres soucis, comme la persécution des Juifs, le réarmement de l'Allemagne, la préparation de la conquête de la planète. Et puis il veut se reposer un peu, après 10 ans de lutte pour le pouvoir. Hoffmann le suit dans sa montagne préférée, autour de Berchtesgaden, la station bavaroise en vogue. Hitler fait aménager, avec les droits d'auteur de Mein Kampf, le chalet qu'il loue déjà depuis quelques années. Il l'appelle le Berghof, le havre de la montagne. Eva Braun, dans un album, colle les premières photos des travaux, surtout l'agrandissement de la fenêtre pour en faire une baie à la vue spectaculaire. Les photos d'Eva Braun révèlent son bonheur naïf devant ces intérieurs petits bourgeois au goût parfois contestable. Hitler a surtout des disques de Wagner. Eva Braun a disposé partout des portraits du Führer, de quoi vous donner des cauchemars. Et lui, il peut contempler le corps d'Eva ou cette gravure de Franz von Stuck qui en dit long sur ses fantasmes. Le plus important des aménagements du Berghof, c'est la terrasse dont Eva Braun fixe l'avancement des travaux. Elle fait admirer à sa sœur Gretel cette terrasse qui va devenir le lieu central du Reich. Hoffmann et Eva montrent ces photos à Hitler, qui est satisfait. Il commence à recevoir ses proches comme Himmler ou Göring. Le maréchal du Reich, grand maître des chasses, s'est offert une villa à côté, comme l'architecte d'Hitler, Albert Speer, qui a dessiné les plans mégalomanes de la grande chancellerie de Berlin et qui s'est fait construire ce modeste chalet. Toutes ces demeures des dignitaires sont pourvues de bunkers et reliées entre elles par un réseau de souterrains. Hitler et Eva Braun posent sur la terrasse avec leurs chiens. Le grand moment de la vie d'Eva Braun, c'est sa découverte de la prise de vue, qui lui donne soudain une raison d'être toujours proche du Führer, une sorte de justification permanente de sa présence. Elle dispose de plusieurs caméras, ce qui se faisait de mieux à l'époque, on peut l'imaginer, surtout une belle EOL américaine de 16 mm, avec une somptueuse pellicule allemande Agfacolor, qui a bien résisté à l'épreuve du temps.
Eva Braun a tourné ainsi, de 1934 à 1944, ses 4 heures de film. Ce sont des témoignages parfois touchants, comme tous les films d'amateurs. Mais ils ont aussi une importance historique quand le principal sujet d'Eva Braun est Hitler. Hitler et son entourage, ses familiers, ses complices. Hitler au Berghof. C'est ainsi que nous ferons plus ample connaissance avec Martin Bormann et ses bottes, Ribbentrop et son chapeau et ses costumes achetés à Oxford Street. Ces films sont assemblés dans de petits montages, précédés de cartons faussement naïfs, que l'historien François Delplat nous a aidés à décrypter. François Delplat a publié en 1999 chez Grasset une biographie remarquée d'Hitler et Les Tentatrices du Diable, le livre de référence sur Hitler et les femmes, paru aux éditions de l'Archipel en 2005. François Delplat nous a d'abord révélé le nom de l'artiste qui avait dessiné les intertitres, Sophie Storck. C'est une artiste plutôt dans la sculpture et dans la vaisselle, ce qu'on appelle aujourd'hui le design. Hitler l'a fait beaucoup travailler pour la vaisselle du Berghof. Et Sophie était quelqu'un dont Hitler vantait énormément la beauté. Il y a aussi dans le personnage de Sophie Storck quelqu'un qui visiblement joue un rôle important dans le cadre de cette espèce de repos du guerrier qui représente tout cet univers féminin du Berghof. Et il est également fortement hétérosexuel, au sens où il a un grand besoin de présence féminine, où il s'accroche presque à la femme et aux femmes comme à une bouée. Mais de toute manière, on a vraiment l'impression que toutes les femmes sont jolies autour de lui. Enfin, voilà, voilà. D'un certain type d'ailleurs. Quand il parle d'Eva Braun, il dit elle est le type même de la femme aryenne, c'est-à-dire plantureuse, blonde, les yeux bleus, de belles hanches, voilà. Une belle poitrine. Cela dit, quand on voit Sophie, elle est parfaitement brune. Leni Riefenstahl également a les cheveux assez sombres. Donc il n'y a pas là, comme il peut y avoir parfois dans le recrutement des SS cadré par Himmler, un parti pris physique très très précis non plus. Je pense qu'il étale assez volontiers son goût pour un entourage féminin. Il se fait volontiers photographier en compagnie de femmes, je dirais, soit de petites filles, soit de femmes adultes et de préférence très belles. Ça, il ne s'en cache pas. Et dans ses albums, ça s'étale assez. En revanche, il ment ouvertement et outrageusement quand l'idée « mon épouse et l'Allemagne » est poussée jusqu'à la dissimulation du fait qu'il a besoin, je dirais entre guillemets comme tout le monde, d'un exutoire sexuel tout à fait régulier. Et donc là, il a une maîtresse secrète, une maîtresse cachée, et il ment au peuple allemand en disant clairement qu'il n'en a pas. Hitler disait modestement « Les femmes aiment les héros ». Le héros offre à la femme la sensation d'être totalement protégée. Elle veut avoir l'homme héroïque. Hitler, le héros, estime que chaque Allemande peut espérer. Il ne veut donc pas d'attache officielle et exige cette clandestinité d'Eva, ce qui trompe tout le monde, sauf le personnel du Berghof, dont le dernier survivant est l'ancien SS Rochus Misch. Quand avez-vous entendu parler d'Eva Braun pour la première fois? Dès mon arrivée au Berghof. Quand avez-vous compris qu'elle était plus qu'une maîtresse de maison? Je l'ai bien compris par moi-même. À côté du bureau du Führer, ils avaient chacun leur chambre, mais une salle de bain commune.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Les fenêtres étaient calfeutrées, comme partout en temps de guerre, mais on voyait quand même bien qu'ils éteignaient en même temps. Quand Adolf Hitler et Eva Braun étaient ensemble, de quoi ça avait l'air? Ça avait l'air d'un couple? Il y avait toujours une certaine distance. Elle était présente et en même temps discrète. Il ne se prenait jamais dans les bras. Au Berghof, elle est vraiment en surnombre. Parmi les secrétaires enregistrés, elle figure dans un organigramme, mais elle n'a pas de fonction réelle. Je pense qu'elle a une autorité grandissante sur le personnel, mais en dehors de tout statut. Eva Braun apprend que Hitler a dit « Je n'ai pas de vie privée ». Eva commente « Je suis, mademoiselle, pas de vie privée ». La nuit, elle est à sa disposition. Le jour, elle le suit. Elle filme Hitler de dos, contemplant l'horizon, et Hitler, très clairement, s'est installé dans ce paysage. Il s'est beaucoup fait photographier. Il y a beaucoup d'albums de lui, Hitler dans ses montagnes, etc. Des albums qui sont édités par Hoffmann. Et donc Hitler dit volontiers qu'il trouve l'inspiration de sa politique dans la contemplation de la nature. C'est tout à fait symbolique pour lui. Bien sûr. Symbolique de le maître du monde. C'est un film politique. C'est là qu'on voit que au moins dans cette partie-là, c'est un film politique. Et Eva a compris pas mal de choses au fonctionnement, sinon de l'État hitlérien, du moins de son chef. Eva Braun a appris à filmer en contre-plongée, c'est-à-dire par en dessous, pour grandir le personnage. C'est le caméraman de Leni Riefenstahl, Walter Frenz, qui lui a donné le même enseignement que Goebbels inculque aux reporters de la Propagandastafel: comment magnifier le chef. Mais Eva veut plus. En filmant le Führer, elle rêve au cinéma. Elle disait que le Führer lui avait promis qu'après la victoire, elle serait autorisée à aller à Hollywood, tourner sa propre histoire. Là-dessus, on peut peut-être transposer un petit peu en disant éventuellement Hitler lui avait dit ça, mais que lui, Hitler, dans sa tête, il pensait les studios de Berlin, rebaptisés Germania et capitale culturelle mondiale. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que Hollywood aurait été en ruine à ce moment-là. Un désert, et puis tous les juifs de Hollywood auraient été tués, c'est-à-dire pratiquement la population d'Hollywood. Oui, sauf que là, vous partez de l'hypothèse que Hitler visait la domination mondiale et la destruction des États-Unis par des bombes allemandes. Or, il me semble que justement son entreprise était beaucoup plus redoutable que ça, car beaucoup plus rationnelle, et qu'il visait simplement une domination européenne acceptée par les États-Unis. Donc Hollywood aurait continué avec ses juifs, mais aurait été irrémédiablement concurrencé et distancé par les studios de Berlin. Elle a une relation forte avec le cinéma, c'est-à-dire au sens où elle se serait bien vue en starlette et pourquoi pas en star. Elle aurait volontiers fait du cinéma. Si elle n'avait pas, à 20 ans, commencé une liaison avec l'homme politique le plus important de son pays, elle aurait essayé d'aller frapper à la porte des studios. Un beau jour de ce bel été de 1940, alors que la Wehrmacht vient d'écraser l'armée française et qu'Hitler a conquis la moitié de l'Europe, Eva Braun se rend avec sa sœur Gretel et son amie Hertha Schneider
sur le tournage d'un grand film, un long métrage, le rêve d'Eva, la clé vraiment de toute sa vie. Elle assiste, émerveillée et jalouse, à tout ce qu'elle aurait voulu faire. Les longues séances de maquillage avec les comédiens qui vous draguent gentiment. Et tout le cérémonial du tournage avec la grosse caméra de 35 mm, autre chose que sa petite 16. Le titre du film, La montagne qui marche. Probablement le pire navet jamais produit dans cette période pourtant fertile en mélos sirupeux, destiné à émouvoir les Gretchen, qui vont bientôt avoir bien d'autres raisons pour pleurer. Le film va être un tel échec que nous aurons du mal à dénicher le nom du metteur en scène, Hans Deppe, qui a toujours prétendu que c'était l'acteur principal, Fritz Kempers, qui avait réalisé le film. En tout cas, Fritz Kempers est reçu le soir même de ce tournage par Hitler, qui veut ainsi montrer à Eva, en remerciant l'équipe du film de l'avoir accueilli, qu'il pense bien à sa vocation et qu'il la soutiendra en temps voulu. Mais pour le moment, retour au boulot. Hitler a besoin d'elle pour sa propagande. Elle le filme pour donner à la postérité des moments de détente intime que les caméramens officiels ne peuvent pas tourner. Et comme chaque fois, le sujet de prédilection, ce sont les enfants. C'est d'ailleurs un paradoxe douloureux qu'Eva Braun soit amenée à filmer autant d'enfants alors qu'elle ne doit pas en avoir. Alors Eva reporte sa tendresse refoulée sur les enfants de ses amis et surtout de sa meilleure copine depuis l'école primaire, Hertha Ostermeyer, qui est devenue Hertha Schneider en épousant un officier des troupes de montagne. Hertha Schneider, née en 1913, est la confidente, plus intime que les sœurs. Elle ne la trahira jamais jusqu'à sa mort en 1985. Hitler s'en va souvent maintenant dans ses quartiers généraux de campagne. Dans son livre, le SS Rokus Mich a décrit le changement radical qui s'opérait alors chez Eva Braun. Quand le Führer est allé en France rencontrer Pétain à Montoire et Franco à la frontière espagnole, c'est la première fois que je voyais Eva sans Hitler. Elle était toute transformée. Au lieu d'être discrète comme d'habitude, elle était joyeuse et libre. Le soir même du départ d'Hitler, elle a fait une fête pour le personnel. Elle nous a dit « Amusez-vous, soyez heureux ». Elle était devenue vraiment la maîtresse des lieux. Elle nous a invités à danser avec les secrétaires, ce que nous n'avons pas fait, bien entendu. Pourquoi ? Parce que ça ne se faisait pas, dit Rokus Mich, le SS. Les fêtes se passent surtout dans la maison d'Eva à Munich. C'est la grande sœur Ilse qui filme Eva, si affectueuse avec son père,
avec sa mère, et Gretel, qui n'hésite pas avec le schnapps. Hitler ne boit jamais d'alcool. C'est le moment de se lâcher. Et de fumer, ce qui est difficile en présence du Führer. Hitler ne voulait pas qu'on fume en sa présence, il détestait l'odeur du tabac, je ne sais pas s'il avait une théorie sur le tabagisme passif, comme on dit aujourd'hui, mais en tout cas il n'en voulait pas. Dans son entourage, il y a d'autres gens qui ne toléraient pas le tabac dans leur entourage, il y a Lénine, enfin il y en a quelques-uns, bon, pas de conclusion spéciale à tirer de ça, mais voir les gens fumer sur un écran, ça ne devait pas l'incommoder outre mesure, hein, c'était pas il n'y avait pas une loi dans le Reich réprimant le tabagisme, hein, c'est pas l'époque. Eva, probablement pompette, ose se lancer dans une leçon de dressage de son berger allemand, un cadeau dont d'habitude elle ne s'approche pas trop. Ensuite, c'est Eva qui filme sa sœur Ilse. C'est l'une des rares images de cette femme plus âgée et plus distante. Ilse semble hostile au national-socialisme et révélera bien plus tard qu'elle avait, à l'époque, une liaison avec un médecin juif, le docteur Marx. Ilse s'est donné un personnage d'anti-nazi assez distante après la guerre, il faut sans doute en prendre et en laisser. C'est vrai qu'elle est quand même restée chez son docteur Marx jusque vers 36-37, ce qui était une preuve de personnalité. Et puis elle s'est mariée 2 fois pendant la période nazie, donc ça l'a éloignée du Berghof. C'est vrai qu'elle était beaucoup moins assidue dans l'entourage de Hitler que sa sœur et qu'elle en a certainement beaucoup moins profité. Dans ces 2 mariages, on ne sent pas d'influence du Führer, alors que dans le mariage de Gretel, elle est plus qu'évidente, etc. Parmi les invités, ce soir-là, un personnage considérable du régime nazi, le médecin personnel d'Hitler, le docteur Morell. Morell, c'est Théodore Morell, le médecin le plus connu de Hitler, bien qu'il ne soit pas tôt venu dans son entourage. Il a été d'ailleurs, je crois, il a d'abord soigné Eva un petit peu, et puis Hitler s'est trouvé très bien de ses traitements, ça le requinquait, ça le regonflait. Alors bon, on a raconté beaucoup de choses sur le fait qu'il aurait un peu hâté sa dégradation physique au lieu de la ralentir. C'est un vénérologue relativement réputé, mais quand même controversé, des beaux quartiers de Berlin. Ça a un rapport avec Hitler, le fait qu'il était spécialisé dans les maladies vénériennes ? Certainement pas. Il n'y a aucune espèce d'indice que Hitler ait souffert d'une maladie vénérienne. Ça fait partie. En revanche, il y a des légendes nombreuses, variées et contradictoires à ce sujet et sur l'origine de la chose. Bon, disons, la trame, c'est vraiment une trame complètement mythologique. C'est l'idée qu'il aurait connu une prostituée juive, il aurait été incapable de la satisfaire, et ça serait l'origine de son antisémitisme, c'est le cas de le dire, viscéral. Il aurait, suivant d'autres versions, été tout juste assez puissant pour attraper la syphilis. Il n'y a pas d'autre source que ces ragots, ça ne s'appuie sur strictement rien. Et vous pensez qu'il y avait vraiment des rapports sexuels complets, une vraie vie sexuelle entre Hitler et elle ? Oui, tout à fait. Tout à fait, on a quelques témoignages, par exemple de sa femme de chambre, qui disait que quand elle allait justement passer le samedi soir dans l'appartement de Munich, elle emmenait une petite mallette d'instruments pour le lit. C'est quoi les instruments pour le lit ? Ça pouvait être par exemple un diaphragme, puisqu'il n'était pas question. C'était le principal contraceptif féminin de l'époque, le diaphragme, et il n'était pas question qu'elle ait un enfant avec Hitler, et il ne semble pas qu'elle ait eu d'avortement. Le docteur Morell, interrogé après la guerre, a révélé qu'Eva Braun lui avait demandé des médicaments pour stimuler le désir masculin.
Eva Braun montre aussi à Hitler certains de ses films dans l'intimité. Eva fréquente beaucoup le docteur Morel. Sa femme est pour elle comme une seconde mère. Pour la philosophe allemande Hannah Arendt, l'inhumain se loge en chacun de nous. Ceux qui choisissent d'accomplir des activités les plus monstrueuses ne sont pas si différents de nous. Continuer à penser, c'est-à-dire à s'interroger sur soi et sur ses actes, est la condition pour ne pas sombrer dans cette banalité du mal. Tous semblent avoir une passion commune, celle des chiens. Ces nazis, qui vont assassiner la moitié de l'Europe, ont toutes sortes d'animaux dont certains sont aussi dangereux qu'eux, mais portent une muselière. Le petit Scotch terrier noir, c'est Stasi, l'un des deux chiens d'Eva, offert par Hitler pour son anniversaire. En 1945, il se laissera mourir de faim après la disparition de sa maîtresse. Et l'autre chien, Négus, sera tué par une grenade soviétique pendant la bataille de Berlin. La famille Braun a largement profité de la situation. Elle le paiera cher en 1945. Eva Braun avait, d'une certaine manière, brillamment réussi. Hitler lui avait offert cette maison du 12 Wasserburger Straße, la rue du Château d'Eau, dans la banlieue chic de Munich. Elle avait eu tout ce qu'elle pouvait désirer, sauf la reconnaissance. Dans les innombrables photos officielles d'Hoffmann, Eva n'est jamais aux côtés d'Hitler. Même au moment de la chute, quand Eva descendra dans le bunker, beaucoup seront étonnés de sa présence, jusque-là inconnue. Monsieur Fritz Braun, le père d'Eva, est comme 20 millions d'Allemands en uniforme et fier de sa dague d'officier. L'Allemagne est en guerre contre toute l'Europe et bientôt contre le reste du monde. Monsieur Braun, qui a de puissantes relations et de toute manière plus l'âge de combattre, restera prudemment à l'arrière, à la direction d'un hôpital militaire, ce qui lui laissera quelques loisirs. Madame Braun va pouvoir continuer ses promenades avec ses chiens.
Il est clair qu'Hitler est loin sur le front pour qu'Eva en soit réduite à filmer des passages de ruisseaux, moins difficiles que la Manche pour la Wehrmacht. Hitler a perdu la bataille d'Angleterre, mais il n'a pas perdu la guerre. L'hiver 40-41 est propice au meurtre de masse des Juifs de Pologne et à l'euthanasie des handicapés en Allemagne. Le programme d'euthanasie est ordonné au début de la guerre et c'est une manière de dire nous sommes en guerre, la vie humaine n'a plus aucune importance. Et c'est le Führer qui en dispose souverainement. Et d'ailleurs dans ce programme d'euthanasie, on dit souvent que ça concerne les handicapés mentaux, c'est pas vrai du tout. Ça concerne tout autant les handicapés physiques et même une chose qui paraît incroyable, les grands mutilés de la Première Guerre mondiale, ils y ont droit aussi. Mais pas de manière systématique. C'est une liste d'affections qui peuvent justifier une décision locale d'euthanasie. Et finalement, on sera loin d'une exécution systématique des handicapés, très très loin. Mais c'est plutôt pour faire un exemple, c'est pour rôder également le meurtre des Juifs. Ça, c'est une hypothèse intéressante. Ah oui, c'est ça. Les essais en particulier. Voilà, ce sont des essais de meurtre, hein, pour montrer qu'on arrive à insensibiliser les gens et à en faire des assassins. Froidement, de gens qui n'ont rien fait, qui sont totalement innocents, de tous âges, et même des héros de la Première Guerre mondiale, il faut quand même le faire, quand on s'appelle Hitler. Mais voilà, c'est l'idée, le Führer est maître entièrement de la vie de ses sujets. Et quand il a donné un ordre, il faut l'exécuter. Au printemps 1941, Hitler détruit Belgrade, splendide ville sur le Danube. Il répand sa peste jusqu'à Athènes et écrase avec une méchanceté inouïe la communauté juive de Salonique. Le lac de Wörthsee est parfait pour un beau week-end de printemps. Les jeunes hommes reviennent encore en permission, ou apprennent la guerre, ou attendent d'y partir. Ces petits bourgeois bavarois, si fiers du succès de leur Führer en France, si repus de toutes ces conquêtes, peuvent bronzer tranquilles. Dans son quartier général de Prusse orientale, Hitler, avec le maréchal Keitel, son adjoint le général Jodl et un brillant officier d'état-major, le général Paulus, prépare le plan Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Roland Barthes donne une définition de ces gens. Toute la mythologie petite bourgeoise implique le refus de l'altérité, la négation du différent. Ce monde est dirigé par la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, racine pour racine. Nous savons maintenant ce qu'est le réel petit bourgeois. Ce n'est même pas ce qui se voit, c'est ce qui se compte. Le premier biographe d'Eva Braun, Neringen, écrit « Hitler, dans l'intimité, se comportait en petit bourgeois. Il portait des dessous de laine. Il s'habillait seul et prenait son bain seul. Il avait la phobie du contact des autres et ne permettait pas à ses tailleurs de prendre ses mesures. Ceux-ci devaient couper ses uniformes au jugé. Il dormait en chemise de nuit. Tous pensaient que la chemise de nuit en coton blanc n'était pas une tenue convenable pour le seigneur de la guerre. Et va en excursion avec Gretel sur un lac près de Munich pour visiter la fameuse île aux femmes, appelée ainsi à cause de son couvent. Le pape Pie XI a signé un concordat avec Hitler. Pie XII, son successeur, ne doit pas voir d'un mauvais œil les progrès fulgurants de la Wehrmacht qui va détruire le communisme. La Wehrmacht fait des millions de prisonniers. Minsk, Orel, Smolensk sont prises. Au Berghof, Eva Braun est loin de toutes ces horreurs. La terrasse du Berghof avec les SS.
et la cour servile d'Hitler, comme le Gauleiter Wagner de Munich, sorte de dictateur nazi local. Les inévitables époux Morel, le médecin. Mais la caméra revient sur ce fameux Wagner. Il porte la balafre, qui est le signe distinctif des étudiants allemands de l'époque, fiers de s'être affrontés au sabre dans les cours d'université. C'est lui qui préside aux destinées du parti en Bavière. Il se prénomme Adolphe, et il se nomme Wagner, donc Hitler aime bien ces coïncidences-là. Hein, donc ça rappelle à la fois Adolf Hitler et Richard Wagner, c'en est un peu la synthèse. Bon, cela dit, c'est pas un artiste, hein, c'est pas quelqu'un qui a laissé une trace dans le domaine de la culture, c'est pas trop son rayon. C'est un homme de confiance, c'est un vieux compagnon également. Et une sombre brute aussi, on dirait. Et c'est une sombre brute, oui, tout à fait. Oui. Hitler en conversation avec Martin Bormann, son principal collaborateur, qui espionne l'entourage. Bormann fait aussi soigneusement noter tout ce que dit le Führer. Ce sont les fameux propos de table publiés plus tard. Hitler dit par exemple de la guerre en Russie qui s'avère plus difficile que prévu. Les Russes n'ont pas de Dieu, mais ils savent mourir. Martin Bormann, l'éminence grise du Führer, a été longtemps considéré comme le seul chef nazi qui ait réussi à s'échapper en 1945. Il est aussi célèbre pour avoir fait construire pour Hitler une folie au coût extravagant, le Nid d'Aigle, au sommet du mont Kelstein, à 1800 mètres d'altitude. Hitler y viendra très peu, il a du mal à respirer, et le Nid d'Aigle va surtout servir de sanatorium aux enfants de Bormann. Il en aura 10, et de nombreuses aventures féminines qui sont, comme chacun sait, la récompense des conquérants. La femme de Bormann l'encourage dans cet adultère d'État, selon le principe qu'un tel génie devrait procréer le plus possible. Mais Hitler lui-même, serait-il absolument fidèle ? La tentation est grande, avec toutes ces délégations de jolies femmes qui viennent adorer le nouveau Dieu dans sa montagne. On lui prête en particulier une aventure avec l'une des vedettes du cinéma allemand, Magda Schneider, la mère de Romy Schneider, née en 1938. Nous avons ici un document exceptionnel. Le moment historique filmé par Eva Braun, où Magda Schneider est présentée au Führer pendant l'hiver 41. Regardez, Eva a manifestement mis en scène pour la postérité. Magda Schneider est en retrait, elle est appelée, elle s'avance rougissante et fait le pas décisif qui la rapproche du grand homme. Magda Schneider habite Berchtesgaden et Romy joue parfois avec les enfants de Martin Bormann. Romy Schneider appellera ses enfants David et Sarah pour exorciser ce souvenir, et elle se dira pour sa part persuadée d'un lien intime entre sa mère et Hitler. La terrasse du Berghof accueille un autre spécialiste du droit de cuissage dans sa superbe auto qui ne peut pas prendre les virages, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande. Difforme et affligé d'un pied beau, il collectionne les conquêtes parce qu'il est le grand responsable du cinéma allemand et peut donc exercer sur les jolies petites actrices un odieux chantage. On le voit ici tentant sa chance auprès de Gretel Braun, la sœur d'Eva, sans que l'on sache s'il a réussi. Un jour de cet été-là, Eva Braun s'arrête pour fixer
ce que Sophie Storck appelle l'incendie de Rhim. Un petit village, pas loin de Munich. Ce sont les premières flammes qui bientôt vont ravager l'Allemagne.